Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row, and it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh dear, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 62 de C'est qui en pôle. On va parler évidemment du 15e Grand Prix de cette saison qui s'est tenu en Thaïlande sur le circuit de Buriram. Avec moi ce soir, Pierre, comment ça va, Pierre ? Écoute, ça va, on a eu des choses ce week-end à se mettre sous la dent, même si c'était pas parfait. Donc oui, ça va bien. Ouais, c'est pas parfait, pourquoi ? Toujours pas la victoire de Fabio. Ouais, c'est vrai. Alors, au petit jeu des goodies, c'est NJB qui a gagné pour ce Grand Prix, donc en pronostiquant Fabio en pôle, et c'est elle qui repart avec les goodies de Thium, de la bécannerie, de la maison, du moniteur hors des clous, bref, un petit peu tout ce qu'il y a dans l'enveloppe comme à chaque Grand Prix. Alors, on va aller tout de suite, on va dire, à l'essentiel du numéro, c'est-à-dire les petites nouvelles justement qu'il y a eu en Thaïlande. Alors, concernant le Moto 3, donc ça ressemble... C'est toi qui as mis ça, Pierre. Ça ressemble à un début d'histoire drôle, c'est vrai. Là, on a un petit peu tous les noms qui font jaser dans le landerneau italien de la moto. C'est ça. C'est-à-dire Fenati, l'année prochaine, va arriver chez Biaggi, managé par Iannone, enfin le frère Iannone. Donc là, j'ai envie de dire bingo, quoi. Ah oui. Il va forcément se passer un truc. Non, pourquoi ? Il y a trop d'ego là-dedans. Un truc. Trop d'ego. Ouais, non, le frère Iannone, ça va aller. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Puis Biaggi, il n'est pas tout le temps, donc ça va. Ça va aller. Non ? Et il sera accompagné d'Alonso Lopez, donc dans l'écurie de Biaggi. Alors pour ce Grand Prix, il y avait pas mal de remplacements, parce que justement Fenati était absent, il est remplacé par Julian José Garcia. On a Nicolo Antonelli qui est remplacé par Kevin Zanoni, et Raume Mazia qui est remplacé par Davide Pizzoli, et Chalonchu est remplacé par son frère Denis. On a donc Yuki Kuni qui courait en Red Bull Rookie Cup, qui a gagné surtout deux courses et qui a fait 2 belles secondes places cette année, qui sera chez Honda Team Asia en 2020. Je te laisse les news MotoGP. En MotoGP, donc, on a enfin eu la news que tout le monde attendait depuis le début de la saison, les fameux 500 tours minutes, le gros dossier de Fabio. Donc ça y est, c'est enfin débloqué, quoi. Yamaha lui a dit, tu peux utiliser tes 500 tours minutes, on t'enlève ton bridage, donc vas-y, jusqu'à la fin de l'année, tu peux... Fais-toi plaisir. T'as plus d'excuses pour nous pourrir la vie avec cette histoire de 500 tours minutes. Donc voilà, maintenant démerde-toi. Bon, non, c'est une bonne nouvelle. Il pourrit la vie ? Non, mais c'est vrai qu'il la sortait à chaque fois. Il disait, c'est vrai que ça manque un peu de pêche, ou les autres me rattrapent dans la ligne droite. Donc voilà, là il a plus cette petite carte dans sa manche, mais après on verra qu'en course ça lui a bien servi quand même. Ouais, oui. Et on a également noté un changement de chef mécano encore pour Rossi en 2020. C'est l'un de ceux qui performe moins que la Yamaha en ce moment. Donc c'est peut-être pas que Rossi, il faut aussi qu'il renouvelle son équipe. Hein. C'est peut-être juste ça. Des fois ça aide. Des fois ça fait rien, mais des fois ça aide. Ouais, changer de numéro pour certains, ça n'a rien changé. Mais là pour le coup, il n'y a aucune incidence sur la technique. Des fois, tu sais, il suffit de pas grand-chose. Hein. Un autocollant qui fait gagner 15 chevaux. On a ça en stock, nous. C'est vrai. Ouais, on en a pas mal. Des petites news diverses en World Superbike, surtout. Donc, c'est officiel. On a Toprak Razgatlioglu, qui sera le coéquipier de Michael van der Mark chez Patayama en 2020. Et c'est donc Alex Lowe qui est remercié, qui quitte le team Yamaha en fin de saison cette année. Donc on n'a pas encore de news officielles sur sa destination. Bon, il devrait rester dans le paddock, hein, bien sûr, mais on attend des nouvelles sur son team. Donc de l'autre côté, on a, donc ça on le savait déjà, Tom Sykes qui poursuit chez BMW.
Et son nouveau coéquipier, ce sera Jane Laverty, donc qui quitte Go11 Ducati, donc qui viendra le seconder à la place de Marcus Reiterberger l'année prochaine. Et chez Pedercini, donc c'est Jordi Torres qui est bien prolongé. Et il y aura une deuxième moto alignée, et c'est Lorenzo Savadori qui revient dans la discipline après un an de CIV et Moto E. Donc voilà, c'est bien parce que c'est un pilote qui a le niveau pour le Superbike, donc c'est cool. Et puis un peu plus de moto sur la grille de Superbike, ça fera pas de mal. Ouais, ça fera pas de mal. Voilà, déjà il y a une belle grille. Déjà il y aura certainement une deuxième 10K. Donc ça va un petit peu comment dire, s'étoffer. Plus une vingtaine de motos qu'une quinzaine, quoi. C'est ça qui serait bien. Ah oui, c'est ça qui compte, ouais. Faut arriver à peu près à ce qu'on a en MotoGP, ouais. Ouais, c'est ça. Pas mal. On va parler justement du week-end donc en Thaïlande, à commencer par les Moto 3. Donc c'est Vietti, McPhee, Fernandez et Salak qui passent en Q2, et justement en Q2 c'est Vietti qui va prendre la pole devant Ramirez et Arenas, Toba 4ème, Lopez 5, Canet 6, et on a Mignot qui fait 7, Rodrigo 8 et Arbolino 9. En course on a Ramirez qui prend la tête du peloton, il emmène Arbolino et Lopez, donc on reprend les habitudes de la catégorie, c'est-à-dire une bonne course en paquet. On a Suzuki qui se montre aux avant-postes avec Dalla Porta et Canet qui sont pas très loin, ils sont aux environs de la 5e, 7e place. On a Canet qui va chuter avec McPhee et Suzuki suite à un contact Binder-Canet, donc qui va causer la chute des 4 pilotes. Alors c'est le pilote sud-africain qui... comment dire, on va dire qu'il tient pas du tout sa trage au freinage dans le 8e tour, et donc il y a contact avec Canet. Et on en reparlera certainement en discussion post-course. Alors Binder va être sanctionné d'un ride-through, mais en fait il va faire un long lap, et du coup il va quand même être obligé de faire un ride-through. Donc sa course est bien niquée. On a Vietti qui se replace après un début de course que je qualifierais d'un petit peu compliqué, parce qu'il était en pole, mais il a souvent navigué aux environs de la 10e place, donc c'était compliqué pour lui de se replacer. Et le groupe de tête va se réduire à une dizaine de coureurs dans les derniers tours. On a Mignot et Ogura qui vont chuter, laissant Dalla Porta, Lopez et Arenas en découdre dans le dernier tour, et c'est Arenas qui va s'imposer devant Dalla Porta et Lopez. Ramirez 4, Foggia 5, Vietti 6, Toba 7, Kornfeil 8 et Fernandez 9. Donc on va laisser un petit mot sur Binder quand même. Darin ? Ouais, il s'est montré... En tout cas, il s'est montré plus entreprenant que d'habitude. Il semblait avoir quand même un bon rythme. Il faut le souligner. C'est pas parce qu'il bouscule un peu les autres qu'il était nul. Non, il faisait une belle course, une belle remontée. C'est juste que il y allait un peu trop fort sur les autres, quoi. Il y avait des dépassements qui n'étaient pas pour moi à faire à ce moment-là, quoi, ou qui étaient faits sans prendre un minimum de marge d'erreur possible, et du coup que ça a causé des dégâts chez certains de ses petits camarades de course, quoi. Et pour moi c'est normal qu'il soit sanctionné au final. Ouais. Et je note encore une fois, je dévie un peu de la question, mais qu'il y a une confusion lorsqu'il y a une pénalité. Voilà, c'est pas qu'à lui que ça arrive en Moto 3, ça arrive aussi en Moto 2, il me semble, qu'il y a une confusion entre le ride-through penalty et le long lap penalty. Je sais pas si l'affichage est un peu trop confusant pour les pilotes, mais ouais, c'est dommage qu'il y ait encore des erreurs là-dessus, quoi. Ouais, c'est oui, à la direction de course de faire en sorte que ce soit bien compris et appliqué par les pilotes en course. Ouais. Mais ouais, pour revenir à Binder, il s'est quand même fait pas mal pointer du doigt par une bonne partie du paddock, parce que en sortant Canet, il sort quand même un pilote qui joue le titre. Donc mine de rien, il va fausser un petit peu le résultat de fin de saison de manière involontaire, mais c'est surtout que c'est pas la première fois a priori. Et que donc il s'est fait un petit peu montrer du doigt par les copains, quoi. Et il y a eu quand même pas mal de pilotes sanctionnés pour des longues laps, pour des sorties un petit peu larges sur certains virages. Il y a eu 5 pilotes sanctionnés donc en course, donc c'était assez important quand même. Et voilà, après c'était une course, on a retrouvé notre paquet un petit peu de manière assez classique, je dirais, quoi. Pas tout à fait les mêmes, à part les deux léopards.
pas tout à fait les mêmes parce qu'Arenas, je crois qu'il avait pas gagné depuis un an. Même s'il joue souvent dans le paquet de 10. Voilà, Vietti qui fait une super course pour c'est sa saison de rookie, hein, donc on le dira pas avec son camarade de Sky Foggia. C'est pas souvent qu'il joue le top 6 là. Un peu déçu pour les deux japonais. Donc il y a Sasaki et Suzuki qui chutent tous les deux. Mais il me semble Suzuki c'est pas sa faute, hein, alors que Sasaki perd l'avant, il me semble. Donc voilà. Mais ouais, encore une fois, c'était la meilleure course du week-end, je pense, dans le sens où la course MotoGP, j'étais content de l'avoir parce que jusqu'au bout j'ai cru pour Fabio, mais là en termes de dépassement, de rebondissement, c'était la plus belle course. En termes d'animation. Ouais. Clairement. On va passer donc à la catégorie Moto 2 où c'est Locatelli, Loves, Bezeki et Schroeter qui passent en Q2 et c'est Marquez qui va prendre la pole devant Nagashima et Martin en première ligne, suivent Marini, Gardner, Fernandez en deuxième ligne, Vierret, Lutti et Boulega en troisième ligne. En course donc c'est Marquez, Nagashima et Marini qui prennent les commandes. On a un faux départ donc de Pratama qui va faire un ride faux. On a Marini et Marquez qui vont s'échapper quand même assez vite et l'Italien va prendre les commandes. Et derrière, on a Gardner et Lecuona qui vont se battre pour la tête du groupe. Binder, donc cette fois-ci Brad, hein, pas Darin, se replace alors que Gardner décroche tout doucement du groupe de tête. On a Baldassari qui va chuter, suivi très peu par Vierret. Lecuona tente de conserver la troisième place face à Binder et va même remonter sur Marquez pour la 2. Ça profite à Marini qui va s'échapper quand même assez nettement devant, assez rapidement dans la course. Et Marquez va glisser doucement à la quatrième place et il doit essayer de contenir Fernandez qui remonte quand même assez fort. Et Loves va chuter à 6 tours de la fin. Et donc on va être surtout préoccupé par 2 duels pour la fin de course. Donc on va avoir Binder, Lecuona pour la 2 et Marquez Fernandez pour la 4. Et c'est Marini qui s'impose devant Binder et Lecuona. On a Fernandez 4, Marquez 5, Martin 6, Lutti 7, Boulega 8 et Chantra 9. Chantra qu'on n'avait pas vu à la fête depuis un bon moment. Ouais. Bah c'était son home Grand Prix, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, que dire de plus ? Que dire ? Grosse domination de Marini quand même, parce qu'il s'est détaché quand même assez nettement. Une course où il a été pas du tout inquiété. Moi, ça m'étonne de voir qu'il galère pas mal dans la saison. Et puis, au bout d'un moment, il sort de sa boîte et puis il arrive à faire une course dominée quasiment de bout en bout. Ouais, alors ce qu'il disait juste après la course, donc je te rejoins, il a fait une course à la Marquez en solitaire, avec même les caméras ont arrêté de le filmer très rapidement, quoi, parce qu'il était trop devant, quoi, mais il a dit dans le parc fermé qu'à Aragon ils avaient trouvé un réglage sur la moto. En fait, ils avaient remis à plat tous les réglages et qu'ils étaient partis dans une autre direction et que depuis, pour lui, la moto, elle avait changé du tout au tout, quoi, et qu'il se sentait super bien dessus et que du coup, depuis Aragon, donc ça fait 2 courses là où il sent que ça le fait grave, quoi. C'était un peu son propos. Donc potentiellement sur cette fin de saison, si ça se confirme, il risque d'être plus aux avant-postes que le reste de la saison, ouais. Il part d'un peu loin, mais. Ouais, moi je plus à la fête dans la saison quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait une 3e place à Assen et une 2e place au Mugello. Et puis c'est tout, quoi. Après, un petit peu discret, quoi. Une saison discrète jusque là. Mais bon, faut bien se montrer à un moment donné. Après, c'est que sa 2e victoire dans la catégorie après la Malaisie l'année dernière. Hein. Donc quasiment un an d'écart. Ouais, c'est ça. C'est pas le plus grand. Ça va être mal interprété. C'est pas le pilote qui était le plus attendu sur cette saison, même si c'est vrai qu'il faisait une meilleure saison l'année dernière que cette saison. Ouais. Après, il faut s'habituer au nouveau moteur, etc. Mais... Bien sûr. Ouais. Après, moi j'ai trouvé que Lecuona avait fait une très très belle course. Enfin, très performant dès le début de la course, toujours aux avant-postes. Après, il plie devant Binder. Qui fait ce qu'il faut pour passer la 2e place, on va dire. Mais ouais, j'étais surpris, oui et non, parce qu'on sait que c'est un bon pilote et on l'avait quand même pas vu à la fête quand même depuis un petit moment. Donc, il est toujours placé, quoi, mais pas sur le podium, je crois. Donc là, c'est pas mal.
Ouais, carrément. C'était une belle course. Ça fait plaisir de voir ce genre de pilote aussi, qu'on voit pas forcément souvent. Et puis de toute façon, il méritait sa place, quoi. Donc, rien à dire. Et puis c'est 2 KTM sur le podium, alors qu'on sait que c'était des motos en difficulté en début de saison. Ouais, ouais. Avec celle de Binder, ça fait 2 KTM sur le podium. Et ouais, pour le Kona, je te confirme que c'est son premier podium de la saison. La dernière fois qu'il était sur le podium, c'était Valence l'année dernière. On passe au MotoGP du coup. Un petit mot sur Binder quand même. Rien d'autre à dire sur Moto2, vas-y, ouais, dis. Ouais. Il revient fort. Il revient très très fort en cette fin de saison. Moi, je l'avais dit, je le répète. Je me répète beaucoup, même si je suis pas vieux. C'était un de mes favoris en moto de cette année, mais on l'a très vite oublié parce que la moto, ça n'allait pas. Mais il revient fort et il a déjà que 20 points d'écart avec son classement de l'année dernière. L'année dernière, il avait 200 points. Là, il est à 180, je crois, ou à quelques points près. Donc, ça, 180. Ouais, donc l'année dernière, il était à 201 points à la fin de la saison. Donc c'est pour dire que faut pas l'oublier. Il est pas si loin que ça de Marquez au classement. Je crois que, en gros, si Marquez il lui arrive un problème, il se fait percuter, il chute, il finit pas des courses, alors que Binder performe, ça peut vite être rattrapé. D'ailleurs, voilà, Marquez n'est pas assuré en Moto2, le Marquez de Moto2, encore d'être champion cette année. Donc on va avoir une fin de saison assez intéressante. Ouais, carrément. C'est très resserré comme championnat, surtout pour la 2e place. Mais tu nous parles des MotoGP ? Donc les MotoGP, en fin de FP1, on a vu Marquez qui fait une très violente chute de type high-side et qui va être transporté à l'hôpital pour les examens. Donc la moto était assez impressionnante à voir puisque le bras oscillant a carrément cassé, la jante elle a plié. Donc c'était vraiment un high-side assez moche. Après, ouais. Donc tout de suite, même nous, entre nous, on s'est dit purée, qu'est-ce qui se passe si Marquez il peut pas revenir d'ici la fin de saison et tout. Bon, au final, il est revenu très vite. Il s'en sort indemne et en FP2, il est quand même capable de faire le 6e temps de la séance. Donc ça va très bien pour lui, merci. Je pense qu'il va bien dormir quand même. Ouais, c'est ça. En Q1, on a donc Petrucci et Paul Espargaro qui lui est tout juste opéré de son poignet, qui s'en sortent. Mais pas du tout, par exemple, les Honda de Cal Crutchlow, Nakagami et Lorenzo, ou encore les KTM de Kallio, Ciarin, Oliveira. C'est pour dire un peu que ces marques ont du mal. S'il y a qu'un seul de leurs pilotes, donc Marquez pour un cas et Paul pour l'autre cas qui arrive en Q2. Et en Q2, donc c'est Fabio Quartararo qui signe le record de la piste et qui prend la pole position, donc c'est sa 4e de la saison, devant Viñales et Marquez. Morbidelli partira 4, Petrucci 5, Miller 6, Dovizioso 7, Mir 8 et Rossi 9. On a des petites statistiques comparaison que notre ami Thomas Morcellino nous a sorti. Donc Fabio Quartararo, c'est déjà autant de pôles que Johan Zarco en MotoGP. Donc ils ont tous les deux 4 pôles. Donc Johan Zarco sur ces 2 saisons et demie, on va dire, et Fabio sur cette saison-là. Donc ils occupent tous deux la 2e place des pilotes tricolores avec le plus de pole position, derrière Christian Sarron qui en possède 6. Donc Fabio égale aussi Jorge Lorenzo en 2008 et Dani Pedrosa en 2006, qui avaient fait autant durant leur saison de rookie en MotoGP. Donc ils avaient fait aussi 4 pôles. Et seul Marc Marquez, forcément, avait fait mieux en 2013 avec 9 pôles sur sa saison de rookie. Mais eux, 3, donc Lorenzo, Pedrosa et Marquez, avaient fait ça sur des motos d'usine, enfin dans des teams d'usine. Donc ça fait encore relativiser l'exploit. La performance. La performance, ouais. En course, donc lors du tour de chauffe, juste avant le départ, Miller merdouille lorsqu'il se place sur la grille, donc il touche à ses boutons et la moto cale. Donc il est obligé d'évacuer la grille et il partira de la pit lane. C'est dommage parce qu'il s'était bien qualifié. Et après, il a le rythme en course pour rouler vite, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Donc Fabio fait un super départ. Marquez est derrière, suivi par Viñales.
Dovi remonte bien lors du premier tour pour se placer 4e, suivi par Morbidelli, Mir, Rossi et Rins. Petrucci, malgré un bon départ, pointe 9e à l'issue du premier tour. Quartararo va réussir à créer un gap jusqu'à 1 demi-seconde, un petit peu plus sur Marquez à partir du 5e tour, mais à partir du 11e tour, Marquez va revenir petit à petit sur lui, donc il va grignoter du centième, comme il sait très bien faire. Clairement, c'est une course très monotone avec très peu de dépassements. On peut signaler une panne électronique au 15e tour sur l'Aprilia d'Aleix Espargaro, alors qu'il pointait 10e et qui va rétrograder petit à petit avant de finir par abandonner. À 4 tours de la fin, donc Marquez est carrément dans la roue de Fabio Quartararo et on va enfin avoir droit à un tour animé. Donc c'était à la tout dernier tour. Donc on a Marquez qui au deuxième virage se fait Fabio. Fabio recolle vite et au dernier tour tente de dépasser Marquez dans le dernier virage classique, quoi. Il s'est dit tout le monde le fait, pourquoi pas moi. Et il fait un freinage, mais enfin les deux font un freinage. Il y a une photo qui a tourné sur les réseaux qui est très belle. Les deux font un freinage roue arrière décollée du sol. Et Fabio à l'intérieur, il le passe, mais Marquez réussit à s'en sortir et passe la ligne d'arrivée juste devant Fabio. Donc Marquez gagne devant Fabio Quartararo et Maverick Viñales. Dovi finit 4 dans une course assez solitaire. Rins 5, Morbidelli 6, Mir 7, Rossi 8 et Petrucci 9e. On peut noter la belle remontée de Miller, comme on l'a dit tout à l'heure, qui prend les 2 points de la 14e place. Qu'est-ce qu'on peut dire en post-course? Donc Fabio tout d'un grand. Pas encore la victoire, mais clairement le rythme en course, encore une fois une meilleure Yamaha. Je sais pas, les superlatifs vont commencer à manquer, quoi. Il manque que la victoire, en fait. Ouais, là, je l'ai trouvé encore un petit peu plus à l'aise qu'à Misano. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'à Misano, vraiment, Marquez était dans le top 15. Là, à certains moments, déjà, il a réussi à ouvrir un gap un petit peu plus intéressant. Et j'ai trouvé que Marquez... Alors, soit Marquez suivait d'une distance un petit peu plus raisonnable, ce qui est possible aussi, mais j'ai trouvé que Quartararo était plus à l'aise aussi sur la moto. Après, ça va être compliqué de trouver un plan pour gagner une course contre Marquez, parce que c'est pas facile quand même, je pense. Mais bon, ça va venir. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. J'ai trouvé vraiment Fabio très très fort sur cette course, même vraiment mentalement, quoi. On peut pas voir ça, mais de l'extérieur, mais il semblait tellement sûr de lui. Et puis il a vraiment créé l'écart avec Marquez, et j'ai senti moi vraiment Marquez en difficulté sur cette course. Enfin, pas en difficulté pour gagner vu qu'il l'a fait, mais il devait être à 100% Marquez là pour pouvoir rattraper Quartararo et gagner. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. J'ai pas eu le sentiment comme à Misano où il était plus dans l'observation derrière, dans la roue de Fabio. Là, j'ai senti vraiment Marquez de l'extérieur, bien sûr, qui était besoin d'être à fond pour pouvoir gagner cette course. Donc c'est plutôt rassurant pour le championnat, oui, parce que quelque part il y a encore des adversaires possibles à Marquez, quoi. Parce que sur cette course, s'il n'y a pas Fabio, il n'y a personne. Donc après, c'est ce qu'a dit Fabio. Évidemment, quand il passe la ligne, il est extrêmement frustré et il rage de faire deuxième, mais assez vite en conférence de presse. Et ça, je pense que c'est tout le métier de son team, qui réussit à tout de suite valoriser la performance, dans le sens où oui, il n'a pas gagné, mais il fait deuxième contre quelqu'un qui fêtait son 8e titre de champion du monde. Donc c'est il est tombé quand même dans une période où Marquez sur la Honda actuelle est quasiment imbattable. Enfin il peut toujours perdre, mais c'est très très difficile de manœuvrer contre lui en course, et on l'a vu cette année. Il n'y en a pas tant que ça qui ont gagné des courses, à part Dovi qui en a gagné 2, Rins 2, Viñales il l'a largement dominé aussi, c'est parti pareil, il est parti en solitaire. Petrucci en a gagné une aussi. Ça va être compliqué de trouver un moyen pour Quartararo d'en gagner une
dans ces conditions-là, quoi. Moi, je le vois comme ça. Je trouve que si tu veux, tant qu'il emmènera Marquez comme ça passera pas. Ouais, je suis d'accord. Je pense. Après, moi, j'ai l'impression qu'Honda, ils se fourvoient carrément dans la direction de leur moto. Alors, je dis pas qu'ils savent pas faire des motos, hein. Ils font quand même la moto championne du monde, donc on va leur laisser ça, mais peut-être que s'ils ont une moto encore moins facile l'année prochaine, ça peut jouer pour certaines, pour un Fabio, pour un Vignales, pour un Dovi, je sais pas, pour un Rossi, si les motos sont, ou pour un Rins, hein, parce que là, pour moi, Marquez, il est au-dessus du lot en termes de talent, oui, mais clairement, il doit composer avec une moto qui clairement est hyper compliquée. Quand on voit le résultat de Cal Crutchlow comparé à l'année dernière, il arrivait encore à composer avec la moto, Cal. Cette année, non, il n'y arrive même plus, quoi. Et je parle même pas de Lorenzo. Ouais, mais Lorenzo, c'est une catastrophe. Enfin, Ouais. quand tu vois sur cette course aujourd'hui, après, je veux bien qu'on parle des blessures, etc., mais une course comme aujourd'hui, il la termine à quasiment 1 minute de la gagne et il la termine entre Abraham et Rabat. Ouais. Ouais, c'est compliqué, quoi. Enfin, Ouais, au bout d'un moment, c'est... Enfin, c'est pas une course, quoi. Oui, bon, si on reste sur la comparaison avec Cal, qui connaît aussi bien la Honda, en tout cas, ouais, on voit que la moto est difficilement conduisible, quoi. Ouais, mais de ce point de vue-là, moi je rejoins un peu Pouche quand il dit que si Marquez y arrive, que les autres soient moins performants, je veux bien le comprendre. Mais là, ils sont quand même extrêmement loin, quoi. Ils n'arrivent pas du tout à en sortir quoi que ce soit, quoi. Qu'ils soient moins performants, je veux bien le comprendre, mais là, ils arrivent à rien, quoi. Enfin, vraiment pas grand-chose. Parce que la moto, elle est nulle. Là, l'année dernière, Cal Crutchlow était régulièrement dans le top 6. Il allait gagner... il faisait partie des pilotes qui allaient gagner le championnat des pilotes indépendants. Donc, cette année, il est complètement à la ramasse. Il n'a pas perdu son talent. Tu peux pas dire il est nul. Tu peux pas dire il est nul, quoi. Le mec... justement. Voilà, Marquez... il arrive... Enfin, et encore, s'il était en difficulté comme l'année dernière où il chutait beaucoup, là, cette année, il chute moins et il domine encore plus le championnat. Donc, il y a un travail sur la moto qui a été fait dans sa direction et peut-être pas dans la direction des autres. Mais lui, je trouve que le package Marquez-Honda... est beaucoup plus performant que les années précédentes. Ça a été fait dans sa direction, ils l'ont dit. Marquez, qu'est-ce qu'il a demandé à Honda l'année dernière? C'était il me faut plus de chevaux pour contrer la vitesse de pointe des Ducati. Il a plus de chevaux, il va plus vite et il égale les Ducati. Maintenant, la moto, elle est encore moins facile à faire tourner. Et ils l'ont dit, les pilotes. Donc, il y a Marquez qui arrive à composer avec. Les autres, visiblement, moins. Donc, pour revenir un peu à Fabio, c'est son 5e podium de la saison et c'est seuls Marquez, Pedrosa et Lorenzo qui ont fait mieux durant leur année de rookie, encore une fois, et encore une fois sur des machines officielles. Donc c'est pour... il reste encore 4 courses si je me trompe pas, donc il peut encore les battre. Ouais, 4 courses, ouais. Il peut encore battre au moins Lorenzo et Pedrosa sur ces stats. Après ouais. Pour continuer un petit peu sur les marques et sur les teams, je trouve que la situation de Honda avec un Marquez qui domine largement ses coéquipiers, on va dire coéquipiers au sens large en incluant Nakagami et Crutchlow, je trouve que la situation est beaucoup plus compliquée chez Yamaha, où tu vois que un rookie dans une team satellite est quasiment à la hauteur d'un Rossi qui est il a 2 points derrière au général et franchement sur pas mal de courses, bon là Vignales est en train de se refaire un petit peu la cerise sur la fin de saison, mais l'écart, tu vois, l'écart brut de performance entre un Quartararo, donc rookie en satellite, et les 2 pilotes officiels, il est pas si énorme que ça. Donc, et si tu veux, c'est une situation qu'on avait déjà un petit peu entreaperçu avec Zarco les 2 années précédentes, où il était fort dans une écurie satellite, mais pas au point d'en arriver là. Enfin, là, moi je trouve que c'est... La situation chez Yamaha, elle est d'autant plus compliquée, quoi. Elle est plus compliquée. Ouais, mais
Ça rejoint un peu le débat. Là, je suis pas d'accord avec toi qu'on a eu un peu la dernière fois. Pour moi, une marque comme Yamaha ou Ducati sont des meilleures marques en termes de constructeurs, de motos, que Honda. Alors Honda, certes, ils vont gagner encore une fois le championnat constructeur parce qu'ils ont la moto championne du monde, mais il y a qu'un seul pilote sur 4 qui arrive à rouler avec cette moto, alors que chez Yamaha, ils sont 4 pilotes dans le top 10 à rouler avec cette moto, et chez Ducati, ils doivent être 3 sur 6, parce que bon, il y en a 2 qu'on compte pas, c'est le team Avintia, et Bagnaia, c'est un rookie. Mais voilà, donc eux, c'est une moto qui convient le plus, qui fait des résultats avec 3 pilotes différents ou 4 pilotes différents. Donc, pour moi, c'est une meilleure moto, forcément, même si c'est pas les motos championnes du monde. Après, c'est là où il y a la différence, du pilote, hein. C'est le pilote qui fait la différence, quoi. Après, si tu veux, moi, ce que je comprendrais comme, on va dire, après ça c'est un point qui va peut-être s'affiner en fin de saison, mais je comprendrais, tu vois, qu'il y ait un pilote de pointe, que ce soit Vignales ou Rossi, et qui soit plus proche de la tête. Là, il y a quand même encore 50 points d'écart avec Dovi. Ça peut se réduire en fin de saison, hein, mais ça reste quand même une 4e place au général avec Vignales. Qui est pas très loin de Rins, donc ça peut s'affiner, mais ça reste quand même 50 points derrière Dovi, quoi. Donc moi j'estime que le pilote de pointe Yamaha doit être au niveau du pilote de pointe Ducati, et ça doit jouer à 10-15 points, quoi. Ça on est d'accord. Ouais, là-dessus. Moi, c'est ça que j'attendrais comme résultat de la part des équipes. Après, comme je le dis, ça peut s'affiner en fin de saison. Mais le plus important, ça reste quand même ce que Quartararo arrive à faire actuellement, avec un package. Après, c'est toujours pareil, c'est la foire à la saucisse sur quel est son équipement. Jarvis, il dit qu'il a il a la même moto que les officiels. Bon, ça on peut pas juger, on n'est pas dans les teams. Mais enfin voilà, il fait une saison vraiment exceptionnelle. La course qu'il fait ce week-end, elle est fantastique, quoi. Et il mène quasiment de bout en bout la course. Il y a rien à dire. Il fait une entrée en matière dans la catégorie qui est sensationnelle. On l'a vu avec les stats, hein, il fait une entrée en matière comme un Dani Pedrosa ou un Lorenzo quand ils sont arrivés dans la catégorie, donc c'est-à-dire exceptionnel. Et bon, peut-être pas encore au niveau de Marquez malheureusement, mais voilà, c'est du très très haut niveau. Ouais, mais Marquez, il est, enfin, faut voir, faut avoir les yeux en face des trous, quoi. Enfin, sur la saison, il est intouchable. Enfin, il est clairement intouchable. Ah oui, non, mais c'est... 9 victoires, 5 deuxième place. Enfin, tu peux rien dire. Enfin, surtout qu'on peut rajouter, s'il n'avait pas eu le souci technique, 10 victoires, quoi. Bien sûr. Il l'avait à Austin, sa première place. Austin, c'était in the pocket. Hein. Bon. Donc oui, non, il n'y a pas de photo. Après, pour ces poursuivants, on va dire que c'est plus... Il y a plus de concurrence entre eux, en fait, plutôt qu'un concurrent fort comme il y a pu avoir l'année dernière Dovizioso, c'est plus Dovi qui va se battre avec un Rins ou un Vignales pour la 2e place, donc en fait ils vont se grappiller des gros points entre eux, alors que Marquez il est largement au-dessus du game et lui il prend ses 25 points et il laisse les miettes, quoi. Après, je te laisse parler des stats du monstre au plan de la journée. Hein. Donc je parle des stats de l'octuple champion du monde. C'est ça. Donc champion du monde, plein, trop de fois. Laisse-le pour les autres. Mais non, mais jamais trop. Mais ça serait bien qu'il en laisse pour les autres, quoi. Ah, parce que voir un Pedrosa partir à la retraite l'année dernière sans titre, c'est chiant, quoi. Ouais. Sans titre MotoGP, pardon. Donc, je rappelle l'âge de Marc Marquez, 26 ans. Donc c'est le plus jeune sextuple champion du monde en catégorie Rennes. Il bat Agostini qui n'avait que 29 ans quand il a eu son 6e titre de champion du monde 500. Et c'est le plus jeune octuple champion du monde. Il bat Mike Haywood qui avait 27 ans, un peu plus de 27 ans quand il a eu autant de titres. Et c'est la première fois qu'un pilote remporte le titre en catégorie Rennes avec 4 courses restantes depuis Rossi. Ouais,
En 2005, ouais. Donc après une comparaison Marquez-Rossi, pour arrondir, hein, ils ont à peu près le même palmarès, grosso merdo, un palmarès pour moi énorme à leur âge, à 26 ans. Ils ont des trajectoires hors normes en fait, ces deux pilotes. Voilà. Oh bah, je m'en tiendrai à ça parce que ça sert à rien de comparer chiffre par chiffre. On va dire c'est pas la même machin. Rossi il a connu les 500 de temps, machin bidule. Bon. Oui, bon, de toute façon, tu peux toujours. Enfin, c'est difficile de comparer. Oui, et puis encore une fois, il y a les périodes aussi. Il y a plus de courses, etc. Bon, c'est différent. J'avais noté un petit truc intéressant. Je trouve qu'il y avait une inversion des rôles depuis la reprise estivale. On parle plus trop de Petrucci et Edrins qui sont à la lutte pour le podium, mais on voit plus Quartararo et Viñales aux avant-postes, donc toujours avec Marquez et Dovi autour. Donc c'est marrant un peu ce switch qu'il y a eu au niveau, alors je sais pas si c'est que psychologique ou que technique, que Yamaha a vraiment trouvé un petit truc dans les réglages. Et alors que Suzuki et Ducati sont un peu perdus, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'on voit que c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes duos qui complètent, ouais. Exactement. Donc est-ce que ça va durer, je sais pas. Bah, ça on verra, mais ouais, enfin c'est comme tu l'as dit, Viñales et Quartararo sont plus souvent aux avant-postes qu'en début de saison. Je te laisse le prochain point, il est rigolo. Donc j'ai noté Mika Kallio 3 tours et puis s'en va. Est-ce que c'était la peine de venir, hein. Donc 0 points en 2 courses. Aragon il termine pas dans les points et là il tombe au bout de 3 tours quoi. Je crois que KTM aurait dû s'économiser les billets d'avion en fait. Ah t'es comme ça toi. Bah ouais. Ah mais moi là je sors ma casquette ultra super français, super chauvin, super troll, tout ce que tu veux, mais super Dupont, quoi. Tu vires pas un mec qui arrive enfin à s'approcher des top 12 sur toutes les courses, donc je parle de Johan Zarco, pour foutre un mec qui fait pire, quoi. C'est vrai que c'est un comportement assez singulier, on va dire. Et je remets pas en cause le talent de Kallio, c'est juste qu'il a pas l'habitude de courir en course dans un paquet, quoi. Il a l'habitude de faire des essais pour KTM depuis quelques années, mais c'est complètement différent la course. Et clairement, enfin moi je le sentais venir, donc ça se confirme. Cette moto, elle est compliquée et pour un mec qui a pas l'habitude de rouler en paquet, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, il est en chie, hein. Comme les autres avant lui, donc bon courage. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Je crois qu'en interview, il a tout dit, hein, en disant que c'était compliqué et tout, machin. Ouais. Ouais, mais il a pas dit que la moto c'était une mauvaise moto et que non, il a dit que c'était lui. Il a dit que c'était lui qui arrivait pas à rouler correctement avec la moto, hein. Après la différence elle est importante pour KTM, je pense, en termes de comportement. Après il voit aussi la différence en termes de résultats. Après on verra d'ici la fin de saison aussi, hein, mais bon, comme toi, hein, moi je suis pas convaincu, hein, mais après, c'est sûr, c'est pas en faisant 3 tours qu'ils vont la développer correctement. Faut voir. Maintenant, je pense que la balle est dans le camp d'Oliveira. C'est le seul qui arrive à faire des trucs à peu près potables là-dessus, avec l'équipe Tech 3. Bon, Espargaro aussi, mais là, la fin de saison va être un peu compliquée de par la blessure. Va falloir gérer ça aussi. Mais après, on va pas en revenir encore une fois sur le débat, mais la gestion, elle est compliquée, hein. La gestion, elle est compliquée, puisque là, Espargaro, il est loin, il est 13e à 35 secondes encore. Voilà, même Oliveira, qui est quand même volontaire, qui est quand même... qui sait se débrouiller avec la moto, quand même. Il a commencé à prendre la mesure du bestiau. Là, il est pas dans les points. Il y a ça aussi, hein. Voilà, c'est une course où il n'y a pas de chute, il n'y a que Aleix Espargaro et Kallio qui sont donc classés. Il n'y a qu'une KTM dans les points, quoi. C'est celle d'Espargaro, elle est 13e. Voilà, ils en sont là et ils ont qu'à se démerder, hein. Après
après, on va continuer dans les résultats fracassants en parlant de Lorenzo, quoi. Parce que... non, mais c'est difficile parce que moi, j'essaye de regarder un petit peu ce qui sort dans la presse. Enfin, c'est ce qu'il a à dire, parce que c'est facile de tirer sur un mec qui sort de blessure, etc., mais là, il n'y arrive pas. Il avait un objectif d'être à 30 secondes à Aragon, il y est pas. Là, il est encore à quasiment 1 minute de Marquez. Mais bon, on peut pas vraiment comparer à Marquez, mais voilà, Quartararo est pas loin de Marquez non plus, Viñales non plus. Après, il y a un trou de 10 secondes. Donc si tu sors les 3 premiers, il est quand même à 40 secondes de Dovi, quoi. Et là, 40 secondes sur une course de 25 tours, ça fait 1 seconde au tour. C'est un gouffre monstrueux, quoi. Monstrueux. Et là, la question se pose réellement de l'intérêt de poursuivre. Enfin, moi, je me pose la question, quoi. Lui, il a l'air déterminé. Après, Lorenzo, c'est un fort caractère et une forte volonté. En fait, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Bon, outre un fort caractère, c'est surtout une forte volonté. Ça, on peut pas lui enlever. Et il a décidé d'aller au bout de son contrat. Après, peut-être que Honda voudrait y mettre fin. Pourquoi pas? C'est l'employeur. Ils ont le droit de décider de casser le contrat, avec contrepartie, forcément. Mais pour le team qui possède le champion du monde, effectivement, voir un coéquipier à plus de 40 secondes, comme tu l'as dit, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Après, tu vois, je le comprendrais si c'était ça serait compréhensible si c'était un rookie ou quelque chose comme ça. Mais là, on parle quand même d'un pilote qui a été plusieurs fois champion du monde dans toutes les catégories. Qui a connu 3 marques. Là, il a beaucoup chuté en début de saison, certes, mais le fait est qu'il n'arrive pas à revenir au niveau, il n'arrive pas à se remettre en ordre de bataille, et que voilà. Après, si Honda veut courir avec une seule moto l'année prochaine, faut qu'il continue comme ça, quoi. Non, mais là, ça prend le chemin, quoi. Parce que là, j'ai vu un petit peu ce qu'il avait dit. Il voudrait que la Honda soit plus facile à conduire. Ce qui se comprend aussi, mais voilà, enfin, ils vont pas la révolutionner pour lui, hein. Ouais, ça c'est clair. Et c'est des années de travail dans cette direction qui ont emmené la moto là, quoi. C'est pas en une année que tu vas changer son comportement de A à Z. Ouais, là il reste 4 courses. Enfin, Lorenzo, il a mis 23 points dans sa saison, quoi. Alors ok, il a loupé beaucoup de courses. Mais c'est des résultats qui sont quand même catastrophiques et pas du tout à la hauteur d'un pilote de son rang, quoi. Après non, mais c'est ça. Mais tu t'imagines qu'on peut que dans le même box, il y a un mec qui est champion du monde et qui gagne quasiment toutes les courses, et de l'autre côté du box, t'as un mec qui finit la même course à 45 secondes et ils ont la même moto. C'est juste comment ça va être difficile à gérer pour lui, pour Lorenzo. Ça doit être catastrophique, ouais. Bah oui, bien sûr. Moi, la violence que c'est. C'est hyper violent, puisque faut voir aussi que là, sur sa saison, il a pas fait un seul top 10. Il est jamais dans les 10 premiers. On l'aurait noté, ouais. Ouais, on l'aurait. Son meilleur résultat, c'est une 11e place au Mans, quoi. Enfin, une 11e place pour Lorenzo sur une Honda officielle. C'est pas possible. Ça permet de relativiser sa première année chez Ducati où on dit qu'il était pas bon. Ah oui. Là tu relativises. Il est quasiment jamais sorti du top 10 cette année-là, donc ouais. Là c'est une saison. Si tu veux voir une saison catastrophique, on en est là, quoi. Après, je leur dis encore, il y a des circonstances, mais elle est catastrophique. Parce que tout le monde annonçait la Dream Team, etc. Lorenzo, il n'existe pas cette saison, quoi. C'est malheureux à dire, mais il est pas là, quoi. Et avec un peu de chance, il va passer devant Zarco au classement d'ici la fin de saison. C'est pas sûr, mais il y a 4 points qui les séparent, mais voilà, Zarco, après, il a arrêté. Les deux ont loupé quasiment 4 courses, quoi. Enfin, Zarco un peu plus, mais. Ouais. Mais
Lorenzo, il en a loupé pas mal sur blessure. Je trouve que c'est ouais, comme tu l'as dit, c'est violent, quoi. C'est violent et c'est sévère et à mon avis à avaler pour n'importe quel pilote, mais d'autant plus pour lui, ça doit être difficile. Ouais. Bon. Tu sais, on parle beaucoup de la saison de trop pour Rossi. À chaque fois, on dit c'est la saison de trop, c'est la saison de trop. Mais en fait, c'était sans doute surtout la saison de trop pour Lorenzo cette année. Je sais pas si tu peux te remettre en ordre de marche après une saison comme ça, que ce soit par rapport aux résultats, mais surtout aussi par rapport aux blessures qu'il a eues. C'est surtout ça. Ouais. Pour moi, ouais, il y a vraiment tout un enchaînement de choses qui font qu'on a l'impression que c'est la saison de trop et que derrière, même s'il continue, il pourra jamais. J'espère pas pour lui, hein, mais on a l'impression que c'est très difficile de revenir après ça, quoi. Bah là, oui. Enfin, chez Ducati, le mieux a été long à venir, mais là, chez Honda, le mieux arrive pas du tout, quoi. On était plus violent avec Lorenzo avant. Là, on a limite un peu de compassion et de bah pitié oui, pour lui, moi voir c'est un petit peu pareil que ce que je disais sur Zarco, quoi. Moi, ça me fait pas plaisir de voir un mec qui se fait défoncer par qui joue avec qui court au niveau de Rabat et d'Abraham. Wow, c'est une HRC officielle. C'est une catastrophe, quoi. Ah oui. C'est une catastrophe parce que le mec, faut imaginer que le gars il va rentrer dans le box et qu'à côté ça fait la fête avec les chasubes numéro 1 et tout, 8 titres et tout, machin. Ça revient avec des avec des billes de billard d'1 mètre de diamètre et puis ça fait t'as vu, mec? Et puis voilà, Lorenzo il est bien obligé de mettre sa petite chemise puis il allait dire bravo. Bah oui, parce que c'est son coéquipier, donc il est obligé d'aller dire bravo. Mais le mec il rentre, quand il regarde le résultat au championnat, il voit le même que nous, hein. Sauf que lui il est sur un moto, quoi. C'est très violent et Lorenzo, tout Lorenzo qu'il est, là il se fait défoncer, quoi. Il est même derrière Nakagami et Crutchlow, enfin c'est le plus mauvais. Puis de loin, hein. C'est pas juste 4-5 points d'écart, hein. Là c'est un gouffre, hein. C'est un gouffre, il pourra jamais aller les rechercher, quoi. Nakagami, il a 3 fois plus de points que lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a pas photo. Je t'ai dit, là, Lorenzo, son objectif, ça va être limite de battre... de remonter, peut-être battre Zarco et Oliveira, quoi, mais c'est tout, quoi. Même Iannone va finir devant lui, là, quoi. il reste 4 courses, donc 3 courses qui vont s'enchaîner. Le mec qui, à mon avis, doit être rincé dans la tête et rincé physiquement. Qu'est-ce que tu veux filer comme objectif? Tu peux même pas lui dire fais un top 10, quoi. Ah non, top 10, c'est inaccessible. Enfin, moi ça me semble inaccessible. Après il peut y arriver. Plus, ouais. Il va se fixer comme objectif. Il va encore nous sortir le discours. Mon objectif c'est 30 secondes de la tête. Son objectif c'est d'arriver à terminer dans les points déjà. C'est ça. Ouais. Clairement, son objectif c'est la 14e, la 15e place et ce sera déjà bien. Là où il en est aujourd'hui, ce sera déjà bien. Oh putain, ça va piquer quand même. Parce que 30 secondes de la tête, il est même pas dans le top 10 là, hein, sur une course comme ça. Hein. Bon courage. Hein. Bon allez, on va arrêter parce que sinon on va lui porter malchance. On va faire un petit point championnat. Donc en Moto 3, on a Dalla Porta en tête avec 204 points, devant Canet 182, Arbolino 3e avec 161. En Moto 2, on a Alex Marquez en tête avec 224 points, devant Fernandez avec 184 et Binder avec 180. En MotoGP, Marquez donc champion avec 325 points, Dovizioso 2e avec 215, Rins 3e avec 167. Donc au championnat, on a Quartararo qui est 7e, premier rookie avec 143 points, premier indé avec 24 points d'avance sur Miller. On a Zarco 18e avec 27 points et Sylvain Guintoli 23e avec 7 points. Je te laisse la main sur les autres courses. Oui, donc on avait du championnat étranger ce week-end également, donc ça courait en Italie. À Vallelunga, donc c'est Michele Pirro qui remporte les 2 courses, et donc c'est Lorenzo Savadori qui est sacré vice-champion et Lorenzo Zanetti qui finit 3e du championnat. Donc là, c'était la dernière course de la saison. En Espagne cette fois, donc en CEV, ça courait en espagnol Superbike, donc c'est l'Espagnol Medina qui l'emporte devant Kruger et le Français Jérémy Garnoni. Ponson finira 4e sur cette course au général, donc Ponson est 3e actuellement.
Donc il y aura une dernière course pour clôturer la saison, début novembre, à Jerez. Et en British Superbike, donc on a une double victoire pour Scott Redding à Donington Park devant Josh Brook et Tommy Bridewell, qui sont à tour de rôle 2 puis 3 et 3 puis 2. Donc il prend un peu d'air au championnat, mais rien n'est joué puisqu'il reste 75 points à distribuer lors du dernier round à Brands Hatch où il y aura 3 courses. Donc Scott Redding, il a 28 points d'avance sur Josh Brook au championnat actuellement. Ouais, donc ça va être une manche à ne pas rater. Ouais. Je pense qu'il ouais, carrément. Et puis ouais, bah voilà, hein, les championnats commencent à se fermer les uns après les autres. Il va bientôt rester plus que le MotoGP. Le week-end prochain, c'est le World Superbike en Argentine, où il reste le Super Sport 600 à jouer. À jouer, ouais. Et puis voilà. Rien d'autre à ajouter du coup. Qu'on ait des courses un peu plus animées en MotoGP pour cette fin de saison. Si. Ça, c'est pas gagné. Si. Non, c'est pas gagné, mais ouais, c'est chiant. Surtout qu'il va falloir se lever. Non, mais bon, là, c'était 9h, c'était correct pour la Thaïlande, mais Motegi, il va falloir se lever hyper tôt pour l'avoir en direct. Phillip Island, c'est pareil. Donc, au moins qu'on se rendorme pas devant sa télé, quoi. Ah, alors ça je pense que... Comment dire? Je pense que là, c'est mort, les amis. Pas gagné. Ce serait bien qu'il y ait de l'activité devant. Avec Fabio cette année, Maverick. Ou alors que Marquez décide de s'arrêter là et de travailler sur le proto 2020. Comme ça, moi, je crois qu'il est déjà prêt, déjà le championnat. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Hein. Ils peuvent prendre des bonnes vacances cet hiver. Là. Bah oui, c'est tranquille, les gars. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines. C'est ça. Exactement. Pour ceux qui sont en manque, il y avait 3 beaux épisodes sur Superbike avec plein de belles interviews. On espère que les épisodes vous plaisent. Non, mais oui, effectivement, on a des beaux épisodes qu'on a fait à Manicourt. Si vous les avez ratés, je vous conseille d'aller les voir. C'est pas tout à fait le même format que d'habitude. Donc, c'est plutôt des formats interviews et débriefs rapides des courses. Mais nous, on était très très heureux de les avoir. On a eu à peu près tous les pilotes français du plateau Super Sport 600 et Superbike. Pas tous en Super Sport 300 parce qu'ils sont nombreux. Mais puis après, on a des champions du monde comme Kinan Soufoglu ou Anna Carrasco qu'on a mis la main dessus. Donc vraiment allez écouter ça et puis en espérant que ça vous plaise quoi. Et puis si ça vous plaît pas, nous ça nous a plu donc voilà, on refera. Et on refera. Et on vous donne rendez-vous sur Twitter, sur Facebook, sur le Discord aussi, donc le lien est dans la description. Et vous pouvez vous abonner aussi sur sur les agrégateurs de podcasts pour pas louper les futurs épisodes. Voilà. Sur ce, on se dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao.